Merci Cathy, merci Stéphane de m'inviter ce soir et bravo pour tous ces projets. Effectivement, le don est très présent. Moi, je vais aborder le don sous un aspect anthropologique et essayer de donner des clés de lecture anthropologiques. Du coup, ça va générer du débat puisque ça va peut-être heurter quelques convictions, parfois religieuses ou d'autres convictions plus personnelles, mais c'est l'objet ce soir, c'est de pouvoir échanger autour de cette notion qui est fondamentale. Avant ça, j'aimerais repositionner un petit peu le don par rapport aux différents modes d'action qui s'offrent à nous au quotidien, que ce soit dans l'entreprise, dans la vie privée, avec tout type d'individus. Et je vous en propose 4. Et ça va nous permettre de mieux comprendre aussi ce qu'est le don. Premier levier, le pouvoir. Vous pouvez amener des prises de décision, amener un certain nombre d'événements en imposant, en rentrant dans le rapport de force ou tout simplement parce que vous avez parfois l'autorité de le faire. Ça présente évidemment des avantages puisque c'est assez rapide, il suffit de se mettre d'accord avec soi-même, mais ça présente un certain nombre d'inconvénients évidemment puisque ce n'est pas le levier le plus inclusif, le plus participatif et vous avez un adage qui dit plus on m'impose, plus je m'oppose, plus on m'implique, plus je m'applique. Mais on verra effectivement que dans certaines situations, il faut savoir aussi sortir du don pour rentrer dans le rapport de force. Deuxième levier, pour faire avancer les choses, pour faire évoluer aussi les sociétés, pour réguler les problèmes d'inégalité aussi au sein de nos sociétés, évidemment, il faut des règles pour nous préserver des rapports de force, des injustices, pour aussi pouvoir évoluer dans un cadre un peu plus sûr, sécure. Les règles sont indispensables et Cathy est juriste, il y a d'autres juristes j'imagine dans la salle, ça présente des avantages, c'est défini, c'est clair, ça évite de répéter tout le temps la même chose, ça présente aussi des inconvénients. Évidemment, les règles ne prennent pas en considération les situations particulières, individuelles de chacun et l'application stricte des règles génère des iniquités. C'est valable aussi dans la vie privée, si vous avez des enfants qui n'ont pas de cadre, qui n'ont pas de règles, vous savez que ce sont des psychopathes en devenir. Ils ont besoin d'un cadre qui les rassure, qui les sécurise sur leur marge d'action et d'évolution. D'où ce troisième levier, rapidement, vous voyez, je vais assez vite. Troisième levier, la négociation. Et on va en parler ce soir, évidemment, puisque la négociation, c'est un système d'échange comme le don, d'où la difficulté parfois de les distinguer. La négociation qui se définit comme un système de décision conjointe. Les choses ne seront faites, quand on négocie, qu'à partir du moment où on tombe d'accord pour les faire. Ça veut dire négocier, intégrer l'autre dans son équation personnelle. Si je veux mettre en place un projet, il va falloir tomber d'accord sur les ressources qui adhèrent à ce projet, sur les délais, sur les budgets, sur un certain nombre de choses, et donc on va devoir négocier. Négocier, ça présente des avantages, puisque c'est sans doute un des modes d'échange les plus participatifs et les plus inclusifs, mais ça présente des inconvénients, ça prend du temps, c'est pour ça qu'on parle de coût de transaction, ça se prépare, et puis ça répond à quelques principes fondamentaux, on pourrait y passer du temps sur la négociation, mais juste 2 rappels fondamentaux en négociation. Premièrement, la négociation, c'est donnant-donnant. Quand je négocie un contrat, un marché, un projet, peu importe, il n'y a pas de concession sans contrepartie. À défaut, je risque de me faire avoir, à défaut, je risque même d'alimenter l'autre dans l'idée qu'il peut obtenir plus. C'est un principe de réciprocité et donc de conditionnalité absolue. La négociation, je donne ça contre ça. Deuxième principe, en négociation, et c'est un temps très important dans nos vies, la négociation, deuxième principe, je quantifie ce qui circule entre nous. C'est-à-dire que si je pars sur un projet, et ce soir Cathy nous a dit il nous faut 3 000 €, il va falloir quantifier ce qui circule entre nous pour savoir si on atteint notre objectif. Si l'objectif est flou, il y a peu de chances d'arriver au bout du chemin. Et question, depuis la sonnerie du réveil matin jusqu'au réglage du réveil matin le soir, vous voyez une journée relativement bien dense et remplie, à vue de nez comme ça, quel est le pourcentage de décisions que vous pouvez prendre seul sans l'accord de personne ? Qui fait le café, éventuellement comment s'habillent les enfants, qui s'occupe de ce dossier, qui rappelle un tel, à quelle heure on va déjeuner, qui gère ce problème, qu'est-ce qu'on fait après le dîner, à quelle heure on se couche. Qui pense parmi vous prendre plus de 80% de décisions seul sans l'accord de personne? Levez la main. Ouais. 50%? Ouais.
20% de décisions seules sans l'accord de personne. Comme ça, c'est timide, hein, on est entre le 20 et 50. Évidemment, ça dépend de votre environnement personnel et professionnel. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans des activités isolées, évidemment, vous négociez moins que celui qui a une famille nombreuse, qui travaille sur des projets transverses au sein d'équipes multiples. Mais en moyenne, si vous avez à gérer des équipes ou des projets, on considère que la négociation occupe à peu près 80% de votre temps au quotidien. C'est assez considérable. Et beaucoup de négociations difficiles sont tout simplement des situations qui ne sont pas considérées comme des négociations, hein, puisqu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises et qui sont tacitement renouvelées. Je me suis mis d'accord avec Cathy, par exemple. Elle m'a dit qu'elle s'occupait de ce dossier avec l'association. Normalement, je n'ai pas à renégocier avec Cathy. Ça tourne. Mais peut-être que Cathy, un matin, vient me voir et me dit « Jean-Édouard, je ne suis pas d'accord avec ce point ». Et là, il y a deux possibilités. Soit j'ai bu suffisamment de café, je suis aware à la négociation, et je vais parler comme dans certains bouquins de management. Hein, Cathy, si tu n'es pas d'accord avec ce point, c'est que certains de tes intérêts ne sont pas satisfaits. Prenons donc le temps de discuter pour redéfinir ensemble un terrain d'entente. Ça, c'est pas vraiment la vraie vie. Soit j'ai pas bu suffisamment de café, et je suis tenté de répondre à Cathy, je veux pas le savoir, c'était pour hier, tu te démerdes. Et là, il y a conflit. Hein, car la plupart des situations conflictuelles viennent tout simplement des situations qui ne sont pas considérées comme des négociations. Un conflit, ça peut se définir comme un obstacle ou un refus de coopérer, un refus d'intégrer l'autre dans son équation personnelle. Et là, on va découvrir le style de Cathy, que je connais un peu. Hein. Soit Cathy a horreur du conflit, et elle va attendre que j'ai quitté la salle pour aller voir Stéphane en disant « T'as vu Jean-Édouard, c'est un connard ». L'agressivité sera passive. Soit Cathy aime le conflit et ça va chauffer directement la machine à café, joue pas comme ça, tu sais jamais jusqu'où ça ira. C'est-à-dire que le conflit sera chaud ou froid, mais à un moment donné, il faudra qu'il soit géré. Alors, ceci étant posé, si ce soir vous rentrez chez vous, et je vous le souhaite, et que vous tombez sur un proche, un ami, et vous lui dites « Écoute, il y a un principe de la vie, pas de concession sans contrepartie, alors moi je veux bien m'occuper de ça, mais qu'est-ce que tu fais en échange ?» Et puis, imaginons un enfant qui s'avance vers vous, qui vous dit « Est-ce que tu m'aimes ?» et vous lui dites « Je veux bien t'aimer, mais est-ce que tu as rangé ta chambre ?» Hein, pas de concession sans contrepartie. Demain, un collègue vous demande de l'aide et vous lui dites « Je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que j'y gagne ?» Vous êtes devenu négomaniaque, vous allez finir seul. Hein, vous allez finir seul car il y a un quatrième registre dont on va parler maintenant, qui est peut-être le plus intéressant, parce que le plus informel, le plus intangible, et pourtant au cœur de nos vies au quotidien, le don. Et le don a deux distinctions fondamentales avec la négociation, au moins. La première, c'est que le don est inconditionnel. Le don est inconditionnel, la négociation est conditionnelle, le don est inconditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je donne quelque chose, par principe, je ne sais pas si je recevrai quelque chose en retour, ce que je recevrai, si je reçois quelque chose en retour, quand est-ce qu'on me rendra éventuellement quelque chose en retour et qui me rendra quelque chose en retour. Je ne sais pas. C'est pour ça que le don, au départ, est un pari de confiance. Deuxième différence fondamentale, le don ne se quantifie pas. Quand j'offre un cadeau à Noël, normalement, je cache l'étiquette du prix. Quand je rends un service, normalement, je ne dis pas « ça m'a pris 3 heures ». Parfois, j'essaye de le faire sentir, parce que vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps, mais non, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi ça ne se fait pas de quantifier ce qui circule dans le don? Comment? Alors, ça peut, effectivement, on va y revenir, écraser l'autre par rapport à l'importance du don que je fais, et d'une manière encore plus simple. Le plus important dans le don, ce n'est pas l'objet du don, c'est le lien. Hein, la différence entre la négociation et le don, et c'est fondamental, c'est que l'objet du don, dans le don, le plus important, c'est le lien et non pas le bien ou l'objet de l'échange ou la nature du service qui circule entre nous. Hein, et c'est pour ça que le don, c'est l'opérateur, c'est le premier opérateur du lien social, c'est ce qui est constitutif de nos liens. Et pour comprendre comment ça fonctionne, je vais faire appel à un grand anthropologue, Marcel Mauss, le père de l'ethnologie scientifique française, qui en 1925 a écrit un essai mondialement célèbre, l'essai sur le don,
où il montre que dans toutes les sociétés, les rapports sociaux ne sont pas fondés sur le troc, sur le marché, sur le donnant-donnant, mais sur le don. Et ce qui est intéressant avec Marcel Mauss, c'est d'ailleurs qu'aujourd'hui, il n'aurait jamais pu être anthropologue, puisque c'est peut-être le plus grand anthropologue, mais il n'a jamais fait de terrain. Par contre, il parlait une vingtaine de langues, et en observant tous les récits ethnographiques du 19e et du début du 20e siècle, il a observé ce qu'il appelait un fait social total, c'est-à-dire ce fonctionnement du don et du contre-don dans toutes les sociétés, y compris dans les sociétés premières. Et ce qu'il nous dit déjà à l'époque, c'est que le don, sous des abords généreux, et ce soir on va parler de générosité, peut être aussi vicieux. Et on va en parler quelques instants. C'est-à-dire que le don dans les langues germaniques anciennes, gift, a deux significations, cadeau et poison. Et ce que je vous propose de voir ensemble, c'est en quoi il peut être un cadeau, évidemment, mais aussi en quoi il peut être un poison. Et comment sortir de ce qu'on appellera la maldonne, c'est-à-dire les ratés dans la circulation des dons et des contre-dons du quotidien. Et pour étayer ce propos, je me référais aux travaux d'Alain Caillé, sociologue, qui depuis 40 ans a créé un mouvement en sociologie qui s'appelle le MOS, Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, où il explique effectivement que pour comprendre notre monde, il faut aussi travailler sur des sciences plus sociologiques qu'économiques, parce que tout n'est pas régi par l'économie, évidemment, surtout dans nos rapports sociaux et dans la constitution des sociétés. 4 temps pour comprendre la circulation et le fonctionnement des dons et des contre-dons. Marcel Mauss envoyait 3, donner, recevoir, rendre. Avec Alain Caillé, on a proposé de rajouter la demande, qui nous paraît absolument fondamentale. Et vous allez voir qu'à ces 4 temps, il y a des pièges relationnels. Ça va revenir sur des fondamentaux, des basiques éducatifs, mais on va les rappeler et les revoir tous ensemble. Premier temps, demander. Depuis que vous êtes petit, on vous l'a dit, quand vous faites une demande, il y a un mot magique qui est « s'il te plaît ». Je vais illustrer les ratés avec des dinosaures, c'est plus facile à retenir. À défaut de mettre les formes, on se rapproche du Tyrannodon rex. Le Tyrannodon rex, il existe dans les entreprises, il existe dans les familles. Il ne sait pas demander, il exige. Merci de, fais ci, fais ça, passe-moi le sel, etc., etc. Ce qui est absolument insupportable puisqu'il n'est plus dans le registre du don, mais dans le registre du pouvoir. Une femme exceptionnelle qui s'appelle Mary Parker Follett intervenait sur une grève de mineurs très dure en Angleterre, et les mineurs disaient « ce qui est insupportable, ce n'est pas de faire ce que l'on nous demande, c'est la manière dont on nous le demande », y compris dans le monde associatif. Parfois on nous dit « faites ci, faites ça », ou « ASAP », etc. On n'est pas des chiens, on a besoin de mettre les formes pour ressentir le fait d'avoir une certaine autonomie pour faire, pour comprendre ce que l'on doit faire, y mettre du cœur, etc. Demander, premièrement, ce n'est évidemment pas exiger, c'est mettre les formes. C'est laisser l'autonomie à l'autre de faire. Okay ? Deuxième écueil, demander, c'est aussi oser demander. Et ça, c'est assez catastrophique. Il y a énormément de personnes qui n'osent pas demander. On a appelé ça les timorodons. Par exemple, dans les entreprises, on a observé que 52%, c'est-à-dire plus d'un manager sur 2, n'ose pas demander de l'aide quand il est en difficulté. On observe ça aussi beaucoup. Je suis médiateur à l'origine. Dans les couples, au moment des séparations, tu aurais pu m'aider pour faire ça, j'avais besoin de toi, mais tu m'as pas demandé. Bah oui, il fallait me le dire, bah oui, il fallait me le demander, bah oui, mais tu aurais pu deviner, bah oui, on s'est raté. C'est-à-dire qu'on imagine que l'autre devine ce que j'attends, sans avoir besoin de demander. Alors oui, il y a des rituels qui évitent de demander. Je n'ai pas besoin de demander un cadeau pour mon anniversaire, je n'ai pas besoin de demander une attention à Noël, etc. D'accord ? Il y a des rituels qui nous délivrent de ça, ou de faire un pot de départ, etc. Mais beaucoup de choses nécessitent de demander, et demander, ce n'est pas le moment le plus simple, puisque demander, c'est s'exposer à un refus. Demander, c'est motiver sa demande. Il y a une très belle phrase qui dit « Ose demander, tu seras surpris de recevoir. Ose demander, tu seras surpris de recevoir. » Et c'est vrai, les gens aiment donner. Ils ont fait une expérience chez Pôle emploi, qui est assez merveilleuse sur le genre humain. Ils ont dit à des chômeurs, essayez de retrouver vos photos de classe de l'école primaire. Déjà, c'est pas évident. CP, CE1, CE2. Et puis ensuite, essayez de retrouver le nom et les prénoms de vos camarades de classe de l'époque, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et de les demander en contact sur LinkedIn. Déjà, ça réduit le pourcentage, mais déjà, il y a un gros taux d'acceptation. Et ensuite, vous envoyez un message tout simple. «
bonjour, tu te souviens peut-être pas de moi, j'étais en CP avec toi. Aujourd'hui, je suis en recherche d'emploi. Est-ce que dans ton réseau professionnel ou dans ton entreprise, tu pourrais me mettre en contact avec des gens qui cherchent mon profil? Et ensuite, on mesure. Eh bien, on a presque deux tiers de gens qui aident, qui recommandent. Presque 2 tiers. Alors que les gens ne sont pas vus depuis 20 ans, 30 ans. Les gens aiment donner. Encore faut-il leur demander. À défaut, dans les relations du quotidien, parfois on rentre dans des jeux de pouvoir, c'est-à-dire des demandes tacites. Tu ne trouves pas que ça manque un peu de sel? J'ai vu dans un couple un jeune papa qui avançait avec son bébé très odorant vers sa femme en disant « je crois qu'il a fait ». Et effectivement, il n'y avait pas de doute sur le problème. Pendant que sa femme changeait la couche, elle lui dit « est-ce que tu veux bien mettre la table ?» Il dit « mais je t'ai rien demandé ». On sent que le couple va avoir quelques besoins de régulation. C'est-à-dire que si vous ne posez pas la demande, si vous ne motivez pas la demande, vous risquez de rentrer dans des jeux de pouvoir où la circulation des dons et des contre-dons n'est plus explicite, où il peut y avoir des mal-donnes assez rapides. Premier temps, demander, c'est donc mettre les formes et motiver sa demande. Deuxième temps, donner. Alors ça, tout le monde aime donner, c'est le secret du bonheur, disait Anatole France, les fleuristes le savent, plaisir d'offrir, etc. Et d'ailleurs, ça a été même mesuré par la psychologie positive. Du coup, toute la psychologie positive nous dit donner, 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 c'est le secret du bonheur. Ils ont fait une expérience avec des étudiants, ils leur offrent 5 $, ils mesurent le niveau de bonheur au moment où ils reçoivent 5 $, ça monte, ils leur disent « achetez-vous un truc qui vous fait plaisir ». Ils font un achat, ça monte, et juste après l'achat, qu'est-ce qui se passe? Ça redescend. Du coup, en période de solde, il faut faire plein d'achats pour maintenir le bonheur. Deuxième groupe, ils leur offrent la même somme, ça monte, et cette fois, ils leur disent utilisez cette somme pour faire un cadeau à quelqu'un, à une cause, à qui vous voulez. Eh bien, il y a un niveau de perduration du bonheur jusqu'au lendemain matin. Donc, par exemple, si vous donnez ce soir à cohérence, vous vous sentirez mieux jusqu'à demain matin, au moins. Vous voyez, donc il y a vraiment un effet qui a été mesuré. Maintenant, il y a encore 2 écueils. Le premier, celui qui donne trop. Et j'ai bien aimé ce que disait Cathy tout à l'heure par rapport au modèle cohérence, c'est-à-dire ne pas mettre l'autre en situation de suggestion. Parce que donner, ça peut écraser l'autre. Ça peut le rendre éternellement redevable. Et c'est violent. Le don peut se transformer en jeu de pouvoir. Vous avez énormément de situations où des relations sont rompues pour se libérer de la dette, pour se libérer d'une emprise. Et je le vois assez régulièrement dans des entreprises où vous avez des managers, par exemple, qui étouffent leurs collaborateurs. C'est moi qui donne, j'ai rien à recevoir de toi. Et du coup, je te mets en état de suggestion. C'est le principe du mafieux. Je te paye tes études, tu me dois rien, t'inquiète. Mais un jour, je t'appelle, et ce jour-là, tu peux rien me refuser. Vous voyez? Je te rends éternellement redevable. C'est extrêmement toxique. Le don doit circuler pour que la relation soit vivante, pour que la relation soit équilibrée, pour que la relation soit durable. Il ne doit pas être bloqué. Premier écueil. Deuxième écueil, très répandu, et pourtant vous le savez, depuis que vous êtes petit, on vous l'a dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Vous voyez, on a eu tous la même éducation a priori. On dit en droit, donner et retenir ne vaut. Celui qui retient, c'est l'arpadon. Il ne donne pas vraiment. Et pourtant, on essaye d'éduquer les enfants à donner vraiment. Ce n'est pas toujours simple. Si je ne donne pas vraiment, si le don ne circule pas complètement, je garde une forme d'emprise, encore une fois, sur la relation. Vous avez des formations maintenant en entreprise sur l'art de déléguer. Parce qu'on voit des gens qui ne savent pas déléguer. Ils disent bah, tu vas t'occuper de ce projet, mais c'est moi qui signe, c'est moi qui vérifie, c'est moi qui contrôle, etc. Ils ne laissent pas l'autonomie pour faire, ils n'accompagnent pas la montée en compétences pour y arriver. Du coup, personne n'a envie de faire. C'est démotivant au possible, c'est désengageant au possible. Donner, c'est le faire vraiment, de bon cœur, et s'assurer, effectivement, que le don n'écrase pas l'autre, qu'il ne le mette pas en état d'être éternellement redevable. Donner, c'est permettre à l'autre de donner à son tour, basiquement. Donc il y a une forme d'ajustement à avoir vis-à-vis de son interlocuteur. Troisième temps, et c'est le temps que je préfère parce que c'est peut-être le moins bien compris, recevoir. Et le plus beau, recevoir. La psychologie positive dit donner, mais elle oublie recevoir.
Or, il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir. Pourquoi il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir? Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit? On accepte l'autre, on accepte d'être en dette, on accepte d'être redevable. Ce n'est pas la position la plus simple. Et du coup, on accepte d'être en lien. Ce que nous dit Marcel Mauss, c'est très important, c'est que l'essence du lien social, c'est la dette. Tant que je suis en dette, je suis censé revoir l'autre pour lui rendre. Si je n'ai pas envie d'être en lien avec quelqu'un, on solde nos comptes, on est quitte, et on se quitte. Tant qu'on ne se doit rien, on n'a plus besoin de se voir. Hein? Il y a une anecdote qui est rapportée par l'abbé Pierre, qui a vraiment optimisé à travers Emmaüs la question du don. C'est au moment où il crée Emmaüs à Neuilly-sur-Marne, ses compagnons lui amènent un homme complètement désespéré qui vient de faire une tentative de suicide. On est en 1949. Et cet homme lui dit « Qu'est-ce que tu veux me donner? Plus rien ne me raccroche à la vie. » Et l'abbé Pierre écrit dans ses mémoires qu'il a fait à l'époque ce qu'il considérait être le contraire de la charité. Après, il a changé d'avis. Il lui répond « T'as raison, j'ai rien à te donner. Par contre, j'ai un projet, Emmaüs, aider des sans-abri. Est-ce que toi, tu veux m'aider ?» Et qu'est-ce qu'il fait en lui disant « Est-ce que toi, tu veux m'aider ?» Il le remet. Il lui donne de la reconnaissance, il le remet en lien, il redonne un sens à sa vie, il le sauve. L'abbé Pierre disait « La misère, c'est l'impossibilité de donner. La résilience, c'est la possibilité de donner à nouveau. La possibilité de donner à nouveau. De manière symétrique, mais aussi de manière transitive. » Il disait « Quand je sors quelqu'un de la rue, d'accord, je lui donne un toit, un logement, un boulot, je le nourris, je le blanchis et je lui offre un réseau social. » C'est un don qui est assez écrasant. Et il leur disait, une fois que tu es sorti de la rue, pour redevenir un homme, ça allait jusque-là, hein, sont ces paroles, pour redevenir un homme, c'est retrouver ta liberté, ton autonomie de pensée, ton identité, tu devras toi-même sortir quelqu'un de la rue. C'est comme, Emmaüs est créé comme une chaîne de dons et de contre-dons, par transitivité. C'est ce qui fait le mouvement. Hein. 2 écueils. Le premier, refuser un don. Parfois, on dit non, j'ai pas, non merci, etc. Pourquoi c'est violent de refuser un don? Qu'est-ce qui se passe quand, je sais pas, vous voulez aider quelqu'un? Non, j'ai pas besoin de ton aide. Vous voulez déjeuner? Non, j'ai pas envie de déjeuner avec toi. J'ai une super idée, ouais, mais elle m'intéresse pas. Pourquoi c'est violent? Qu'est-ce qui se passe quand on refuse un don? On refuse d'être en dette avec l'autre, donc on refuse d'être en lien. Mais ce que nous dit Marcel Mauss, il a observé ça chez les Maoris, c'est que dans le don, circule plus que l'objet du don, circule l'esprit de la chose donnée. Hein. Les Maoris ont un nom pour ça, le O, H-A-U, l'esprit de la chose donnée. Et on oublie parfois que, par exemple dans le travail, c'est plus qu'un contrat de travail. Dans le travail, on met du cœur à l'ouvrage, on met de son identité professionnelle à travers ses idées, on met de son identité, de sa personnalité, de son temps, de son ingéniosité. Et quand on refuse un don, et vous avez parmi vous, dans vos familles, des objets qui n'ont aucune valeur matérielle, mais qui sont chargés d'âme, on dit, un vieux canif de grand-père, etc. Parce que circule l'esprit du donateur à travers le don. Et si parmi vous, il y a des juristes qui n'y croient pas, regardez juste, par exemple, le droit de la propriété intellectuelle. Vous pouvez aliéner tout ce qui circule quasiment entre nous, sauf les idées. Vous pouvez acheter un logiciel Microsoft, peu importe, mais il ne vous appartient pas complètement. L'inventeur conserve la propriété de l'idée, une partie de la propriété. Vous en avez l'usage. On n'a pas réussi à aliéner complètement les idées, parce que circule l'esprit du donateur dans l'idée. Hein, c'est quelque chose de très archaïque, ça. Donc refuser un don, c'est refuser d'être en lien, c'est refuser d'être en dette, c'est faire offense au donateur. Hein, d'où l'importance de mettre les formes. Deuxième écueil, très répandu, c'est une catastrophe. Depuis que vous êtes petit, pourtant, vous le savez, quand on vous fait un cadeau, un don, le mot le plus important, dans la vie, c'est quoi? Merci. Alors, pourquoi je dis c'est une catastrophe? Parce que, en entreprise, par exemple, on a observé que 2/3 des collaborateurs ne se sentent pas reconnus par rapport à ce qu'ils donnent. 2/3, c'est juste monstrueux. Hein. On confond reconnaissance matérielle
Donner une prime, un salaire et reconnaissance immatérielle, savoir dire merci par rapport à des efforts, même si les résultats ne sont pas là, savoir dire merci ou reconnaître une identité dans un collectif, fêter un anniversaire. Les gens qui font partie d'un groupe ont besoin à la fois d'appartenir et de se distinguer pour exister. Hein. Et reconnaître aussi, on a dit les efforts, les compétences aussi qu'on développe au quotidien, dans une association, au travail, dans une activité, etc. Rien n'est plus important que la gratitude, à tel point que l'essentiel des conflits sont des luttes pour la reconnaissance. À défaut de reconnaissance positive, on le voit chez les adolescents, hein, ou pour me distinguer, si vous êtes important pour moi, vous emmerdez, c'est au moins un moyen d'être reconnu. Parce que la plus grande violence que l'on puisse faire à un individu, c'est l'ignorer. À défaut de reconnaissance, rentrer en conflit, vous bloquer, c'est un moyen d'exister. Beaucoup de conflits viennent d'un sentiment de manque de gratitude, de manque de reconnaissance, quels que soient les milieux dans lesquels on se trouve. Hein. Donc, recevoir, c'est accepter d'être en dette et manifester sa gratitude. Quatrième temps, si vous me suivez toujours, demander, donner, recevoir, rendre. Hein. Premier écueil, celui qui confond le don et la négociation. Hein. Celui qui conditionne, on en a déjà parlé. Hein. Vous avez une série très amusante sur Canal+, qui s'appelle Bref. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est des petites séquences de 1 minute 30, et il y en a une qui s'appelle « J'ai un pote à condition suspensive ». Chaque fois qu'on lui demande de l'aide, il dit « Je veux bien t'aider, enfin, si tu fais ça, je veux bien faire ça, mais tu… » Et il conditionne systématiquement tout ce qu'il donne à des contreparties, et donc il va se retrouver seul. C'est d'autant plus dommage que lorsque les dons et les contre-dons s'accélèrent dans une relation, eh bien, on peut arriver au summum de la confiance, ce qu'on a appelé, en théorie du don, l'endettement mutuel positif. Ça veut dire quoi, l'endettement mutuel positif? C'est le stade où je ne sais plus si je suis débiteur ou créditeur, et c'est exactement ce que je recherche, car je n'ai plus besoin de compter. C'est pour ça qu'on dit que quand on aime, on ne compte pas. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Cette notion d'endettement mutuel positif se rapproche de la notion de gratuité que certains raccrochent au don. Mais pour Marcel Mauss, le don à la base n'est pas gratuit. Le don oblige. Le don génère du lien par la dette, etc. Regardez le renard et le petit prince. Le renard, il a tout compris. Hein. Le petit prince, il dit au renard, est-ce que tu veux être mon ami? Et le renard, il dit, attends, pas comme ça. Hein. D'abord, on s'éloigne. Hein. Et puis on se rapproche un peu, on se renifle, don contre don. Hein, il dit pas ça comme ça, c'est mieux écrit, c'est du Saint-Exupéry. Hein. Et puis après, il se rapproche encore plus, don contre don. Et puis à un moment donné, don contre don, ça va aller de plus en plus vite, de plus en plus fort. Ça va se massifier, si j'ose dire, c'est pas très beau comme langage, mais au point que la confiance va pouvoir s'installer et que la relation va faire qu'on n'a plus besoin de compter. Ça, c'est l'amitié, l'amour, ce stade où, effectivement, plus on donne, plus on reçoit et on ne se pose plus de questions. D'accord ? Dernier écueil, et malheureusement assez fréquent, celui qui donne, mais qui ne reçoit jamais rien en retour. Hein, on l'appelait l'échinodon. Il trouve que le monde est trop injuste alors qu'il irradie de bonté et de générosité. Pourquoi est-ce qu'on dit trop bon, trop con? Ben oui, vous voyez, vous savez tout. Qu'est-ce qui se passe si je donne et je ne reçois rien en retour? C'est ce qui se passe pour certaines associations caritatives. Hein. Je donne, et tout d'un coup, on mord la main qui donne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a tendance à mépriser l'autre à la hauteur de ce que l'on se sent redevable quand on n'a pas la possibilité de rendre? C'est violent. Il n'y a pas eu de merci. Oui, il n'y a pas eu de merci, mais pourquoi est-ce que le don peut se transformer parfois en dû? La reconnaissance de ce qu'on a pu donner. On ne reconnaît plus ce qu'on nous a donné. C'est un moyen tout simplement de se libérer de la dette. Hein? À défaut de pouvoir rendre, le moyen de se libérer du poids de la dette, c'est de considérer que tout ce qu'on me donne est un dû. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu es bon, une fois, tu es bon, et c'est bien. Mais quand tu es bon 2 fois, et j'ajoute sans contre-don, tu deviens bonbon, et on te mange. » Il faut, malgré tout, qu'une certaine circularité s'enclenche dans la relation pour que la relation soit équilibrée.
pour qu'elle respire. C'est un peu comme le don et le contre-don, c'est un peu comme l'inspiration et l'expiration dans le souffle de la vie. C'est comme le vélo, ça n'arrête jamais, on pédale don contre don, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Pas forcément la même chose, pas forcément aux mêmes personnes. Il faut que ça circule. Vous voyez, si c'est bloqué d'un côté, pour s'affranchir et retrouver sa liberté, ça peut être très violent. Hein. Vous avez des scènes qu'on a retrouvées dans des... Voilà, par exemple, la Pérouse, vous savez, c'était l'expédition sur la Lune à l'époque au XVIIIe siècle. L'astrolabe et la boussole, la Pérouse, etc. Et il envoie un de ses lieutenants dans une communauté en Océanie avec de la verroterie, etc. Et là, la communauté qui l'accueille reçoit des choses qui leur paraissent tellement précieuses qu'ils se sentent en incapacité de rendre, et du coup, ils ont le sentiment qu'on leur vole leur âme, à partir du moment où ils ne peuvent pas rendre. Du coup, ils tuent les donateurs. Comme ça, ils retrouvent leur liberté. Vous voyez que demander, donner, recevoir, rendre, c'est un cycle infini, quelque part, que ça peut se faire, évidemment, de manière réciproque, mais de manière transitive aussi. A donne à B, qui donne à C, qui donne à D, qui rend à A. C'est comme ça qu'un collectif, qu'une communauté se constitue, se forme. Hein. Qu'une équipe de foot ou qu'une équipe sportive se constitue. Vous prenez les meilleures individualités dans une équipe sportive, si personne ne sait demander, donner, recevoir et rendre le ballon, aucune victoire possible. Et ça explique pourquoi parfois des équipes de Division 2 mettent la misère à des équipes de Ligue 1 parce qu'il y a un collectif extrêmement puissant qui s'est un adonnement. D'ailleurs, souvent quand vous les interrogez à la fin du match, ils disent « on a tout donné ». Ça veut dire que vraiment pour les autres, ils ont constitué un collectif qui fait qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Dernier temps et dernière source de mal-donne, ça ne s'arrête pas là, la complexité, c'est que nous n'avons pas forcément les mêmes langages du don. On ne donne pas forcément la même chose. Qu'est-ce qu'on donne? Ce n'est pas toujours évident à repérer ce qu'on donne au quotidien. Parfois, les gens se ratent. Hein. Je vous donne un exemple. Je vois un patron qui se sépare de son assistante, et son assistante lui dit « Vous ne m'avez jamais dit que je travaillais bien ». Et le patron dit « Bah oui, moi j'étais toujours en déplacement, je vous amenais des petits cadeaux, c'était pour moi ma manière de vous dire que j'étais content ». Bah oui, mais c'est pas pareil, il fallait me le dire, il fallait me le demander, bah oui, on s'est raté, c'est pour ça qu'on se sépare. Hein. Parfois on croit donner, l'autre ne voit pas ce qu'on donne. Parfois on donne à côté, l'autre ne voit pas ce qu'on donne. Hein. Je vous propose 4 langages du don. Hein. 4 langages, sachant que c'est un peu comme des langues, on est plus ou moins fort sur ces différents registres. Premier langage, effectivement, on appelait ça l'attache au don, le bon temps. Le don, c'est essentiellement du temps passé pour l'autre. Du temps passé pour fêter ce soir, après avoir discuté, vous avez passé du bon temps ensemble. Partager un verre, fêter les victoires, fêter des événements, etc., etc. Dans un couple, par exemple, c'est un temps sans enfant aussi. Ça peut être un bon temps pour fortifier le couple. Les petits cadeaux, les petites attentions du quotidien, les cadeaux qui n'achètent pas la relation. Tiens, je sais que tu aimes cette musique, je t'envoie un lien, une vidéo, un bouquin, un café, peu importe. Des petites choses qui fortifient nos relations, qui montrent qu'on pense à l'autre. Deuxième grande famille, tout ce qui est trait à la reconnaissance, les compliments professionnels, mais aussi personnels. Si vous rentrez ce soir et que vous entendez « t'as rien remarqué », vous savez que là, il y a besoin de compliments. Tu es allé chez le coiffeur, tu as changé de lunettes. Et il faut aller vite. Vous sentez qu'il faut aller vite. Deuxième registre, l'écoute. Pareil, la vraie écoute, l'écoute active, présente à l'autre. De même, ce soir, vous avez peut-être la tête farcie parce que vous avez écouté beaucoup de monde aujourd'hui. Et si vous entendez « tu m'écoutes », vous allez peut-être répondre « oui », mais la question derrière, c'est « qu'est-ce que je viens de dire ?» Et là, vous avez intérêt à avoir été sincère parce que ça peut dégénérer assez vite. La vraie écoute, la présence à l'autre. On voit ça aussi au travail. Je suis avec un client ou avec un collègue, il a des problèmes perso, je dis je suis là pour toi, qu'est-ce qui se passe? Oublions le projet quelques instants, ou remettons le projet à demain et qu'est-ce qui t'arrive? Troisième grande famille, évidemment rendre service, l'entraide. Rien n'est plus important, tu es à la bourre, je m'en occupe, vas-y, je te dépanne, etc. C'est assez naturel, on a une empathie qui est assez automatique, grâce aux neurones miroirs, on sait à peu près ce dont les gens ont besoin, ce qu'ils ressentent, et l'entraide, moins on a le temps de réfléchir d'ailleurs, plus l'entraide est forte. Les recommandations aussi.
peut-être le don le plus précieux en termes de capital chance. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous arrivez, vous ne connaissez personne en France, bah, le don le plus précieux pour commencer, c'est d'être mis en relation. Plus votre réseau social est vaste, plus vous avez de chance de la vie. Vous cherchez un médecin, vous cherchez un amoureux, vous cherchez un job, vous cherchez un toit, plus vous avez de relations, évidemment, plus vous avez de chances d'atteindre votre objectif. Les idées aussi, partager ses idées. Ça ne se fait pas comme ça. Tout le monde ne partage pas ses idées, certains ont peur qu'on les leur vole. Certains ne les entendent pas. Hein. Il faut de l'enthousiasme aussi pour partager ça, pour entendre la critique, pour les faire évoluer. Et puis enfin, évidemment, les conseils, partager son expérience. Est-ce que mon expertise, mon expérience, c'est du pouvoir ou est-ce que c'est quelque chose que je donne pour augmenter le niveau de ceux avec qui je travaille et augmenter la subsidiarité, notre capacité de se remplacer les uns les autres, gagner en temps, etc. etc. Hein. Plusieurs registres du don, vous voyez, et évidemment, on est plus ou moins à l'aise avec l'un ou l'autre, et c'est important de pouvoir échanger avec les gens qui nous sont chers pour ne pas se rater et pour aussi fortifier nos chances de se rejoindre et d'éviter les mal-donnes. Alors qu'est-ce que je fais si je donne à côté, hein, si j'ai l'impression que c'est toujours dans le même sens, qu'il n'y a que moi qui donne, ou que je donne trop, ou que je reçois des choses et que... alors après tout ce que je lui ai donné, je lui demande un truc, il n'est pas d'accord, ou il donne à côté parce que je voulais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais s'il y a ratage? Et il y a souvent ratage quand même, hein, statistiquement. Comment je fais quand ça rate? Ah oui, ça c'est bien. C'est pas donné à tout le monde. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'expriment pas. Qui disent, avec tout ce que j'ai fait pour lui, avec tout ce que j'ai fait pour elle, je lui demande un service, il n'est pas là au moment où j'ai besoin, et bien maintenant, fini la relation. Hein, maintenant je lui fais la gueule, maintenant je ne lui parle plus, etc., etc. Vous avez des relations qui se sont détruites comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a un raté dans le don. Hein. Je vous donne un exemple qui est assez connu. Macron déteste François Hollande. Hein. Hollande ne comprend toujours pas pourquoi, mais pourtant c'est simple. Hein. Le jour où Emmanuel Macron perd sa grand-mère, il dit à François Hollande qu'il ne peut pas venir à une réunion à l'Élysée, et Hollande lui répond, écoute, tu n'as pas raté cette réunion pour une grand-mère. Sauf que c'est sa figure maternelle, enfin, d'attachement affectif très forte, et qu'évidemment, il n'était pas imaginable pour lui de ne pas y aller. Hein. Et ce jour-là, il dit, bah, il est con, donc fini. Ça peut être aussi simple que ça, ne pas être présent au moment où vous avez besoin d'aide après tout ce que vous avez donné à l'autre. Donc dès qu'il y a mal-donne, il va falloir sortir du registre du don pour négocier. D'accord ? Et vous voyez que finalement, pour des relations durables, on commence toujours par ce registre du don et du contre-don, informel, intangible, sincère aussi, évidemment, hein, authentique. Alors, dans le don, il y a toujours une part d'intérêt pour soi et pour l'autre. Hein, c'est un peu des deux. Hein. C'est une forme de dialectique. Dès qu'il y a mal-donne, je sors du don pour m'expliquer, pour clarifier d'où vient le problème, recréer la relation, recréer la confiance, hop, on repart dans le don. Si ça ne suffit pas, je recadre aussi avec des règles. Par exemple, dans certaines entreprises, on est obligé de mettre des règles sur les pots de départ. Hein. Il y a une entreprise, là je voyais récemment, il y a eu un tel emballement dans le don sur les pots de départ que la gendarmerie s'est mis un jour à la sortie de l'entreprise et ils ont verbalisé, je ne sais plus combien de dizaines de personnes qui étaient à 1 gramme et demi. Donc ils ont dit, on va mettre des règles, hein, parce que le don, ça peut escalader très vite. Hein. Et puis, si les règles ne fonctionnent pas, parfois il faut aussi savoir aller jusqu'au rapport de force, quand la relation est toxique, quand il y a des gens qui abusent aussi de la situation, pour recadrer, retrouver aussi sa liberté, son autonomie. Je vous remercie et j'aurai plaisir à entendre vos échanges et nos discussions. Merci. Juste un dernier élément avant de lancer les ateliers, parce que ça a été étudié. Vous savez quel est le premier facteur de bonheur sur Terre aujourd'hui? Le premier facteur de bonheur sur Terre, c'est d'après la plus vieille étude en sciences sociales qui a démarré en 1939, qui continue aujourd'hui, ça fait plus de 80 ans. Et donc plusieurs chercheurs, sur plusieurs générations, continuent à observer je sais plus, 400 personnes à peu près ont été observées comme ça, tout au long de leur vie, pour voir quel est le premier facteur de bonheur sur Terre.
Voilà. Et c'est la qualité, précisément, la qualité des relations aux autres, pas la quantité, la qualité. Et ils ont montré que ça a plus d'incidence sur l'espérance de vie, sur la santé que le cholestérol, le tabac et tout ce que vous voulez. Hein. Donc c'est un enjeu aussi d'épanouissement et de santé publique. Merci.